Dirigeants africains à Paris, coup d'envoi aujourd'hui du sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité, la Centrafrique où l'opération française a démarré dès hier et le terrorisme au Sahel au cœur des débats. On ira dès l'ouverture de ce journal à l'Elysée où on retrouvera Jean-Karim Fall. Notre invité, Manuel Valls, le ministre français de l'Intérieur, il nous a accordé un entretien. Il plaide pour un pacte avec l'Afrique contre le terrorisme qui n'est plus concentré sur le Mali mais qui est devenu plus diffus. Le ministre qui évoque également le contexte dangereux et particulièrement difficile en Centrafrique. Mais il y a également l'hommage des leaders africains à leur héros, Nelson Mandela, mort hier à l'âge de 95 ans. Nous irons en Afrique du Sud où on continue à pleurer l'icône de la réconciliation. Les obsèques sont fixées au 15 décembre prochain. Un sommet pour la paix et la sécurité en Afrique qui a débuté aujourd'hui. On va tout de suite prendre le pouls de la situation, voir ce qui se passe avec notre envoyé spécial, Jean-Karim Fall, qui se trouve dans la cour de l'Elysée. Jean-Karim, dites-nous ce qui se passe en ce moment. Où sont les 40 dirigeants africains ? Eh bien, la quarantaine de chefs d'État et de premiers ministres vient une nouvelle fois donc de fouler le tapis rouge de l'Élysée, là derrière moi. Alors ce soir, François Hollande et sa compagne offrent un dîner à leurs invités avant donc demain matin de retrouver, je dirais, leur devoir, puisque demain on va parler essentiellement économie et climat. Je vous disais donc pour la deuxième fois, il foule donc le tapis rouge de l'Élysée parce que ce matin François Hollande a reçu aussi tous les dirigeants africains ici au palais de l'Élysée pour une cérémonie d'hommage très poignante à Nelson Mandela, cérémonie au cours de laquelle vous l'avez entendu et vous l'avez suivi sur France 24. François Hollande a rendu un hommage appuyé à Nelson Mandela. On a également pu entendre la ministre sud-africaine des Affaires étrangères qui dirige la délégation sud-africaine lancer avec des accents militants la lutte continue, la lutte donc pour la libération de l'Afrique qui était chère à Nelson Mandela. Et Jean-Karim, après cet hommage dont vous nous parlez à Nelson Mandela, les chefs d'État sont entrés dans le vif du sujet et chefs de gouvernement. On a discuté sécurité aujourd'hui. Oui, on a discuté sécurité. La discussion a été très longue. Elle s'est achevée aux alentours de 20h, heure de Paris. Il y a eu en tout et pour tout 26 interventions, ce qui est beaucoup. Alors, la plupart des interventions ont tourné autour de cette nécessaire sécurité du continent africain pour mettre un terme au conflit qui affecte la région sahélienne, mais qui affecte aussi la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique et bien entendu la République la République centrafricaine. Donc au cours de ces débats, deux idées forces ont émergé. D'abord, la création d'une force africaine en attente. Il s'agit concrètement de positionner un certain nombre de contingents dans différentes régions d'Afrique, des contingents qui seront prêts à intervenir et à être donc envoyés sur des théâtres d'opération. On a également parlé de la création d'une force d'intervention rapide qui est un petit peu sur le modèle des forces africaines en attente, à la différence près que, comme son nom l'indique, cette force d'intervention rapide est supposée très rapidement arriver sur un théâtre d'opération. Merci beaucoup Jean-Karim, on vous retrouvera évidemment dans nos prochaines éditions. La Centrafrique, la sécurité au Sahel au cœur de ce sommet, nos envoyés spéciaux au Mali ont rencontré juste avant cette rencontre le ministre malien de la Défense et le patron de la MINUSMA pour faire le point sur la sécurité dans ce pays et plus largement au Sahel. Reportage Nicolas Germain et Julien Sauvaget. L'insécurité dans l'immense Sahel, l'un des thèmes centraux de ce sommet de l'Elysée. La situation dans le sud libyen sera évidemment examinée de près. Depuis la chute de Kadhafi il y a 2 ans, les armes pullulent dans la région et les nouvelles autorités ont bien du mal à contrôler les milices et certains groupes islamistes. Plus généralement, dans le Sahel, la zone d'influence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique reste vaste. L'an dernier, des groupes djihadistes ont même occupé tout le Nord Mali. Depuis janvier et l'intervention notamment des Français et des Tchadiens, ils ne contrôlent plus le nord du pays. Mais cela ne les empêche pas de mener encore des attaques sporadiques. Le ministre malien de la Défense nous dit que la lutte contre ces groupes passe par une coopération régionale. Sur toutes les zones transfrontalières, c'est les mêmes communautés, c'est souvent les mêmes familles. Et donc les menaces
où les vecteurs de menace se propagent très facilement. Parmi les propositions que le président de la République va faire, c'est que nous puissions servir un peu de hub éventuellement, où les forces dédiées à la lutte contre cette menace transnationale puissent se former ensemble, s'entraîner ensemble et intervenir le cas échéant. L'un des principaux acteurs de la sécurité dans le Sahel est la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Elle est composée de 6 000 hommes pour l'heure. Pourtant, elle devrait en compter en théorie 12 000 avant la fin de l'année. Son patron, Bert Koenders, réclame plus de troupes, mais nous explique que ce n'est pas la seule priorité. Il faut être sérieux maintenant sur la coopération opérationnelle de sécurité. Ça veut dire la défense des frontières, la lutte anti-drogue, la lutte anti-extrémisme. Il ne faut pas seulement parler, mais avoir des programmes financés spécifiques sur la relation entre le développement, parce que ce n'est pas seulement un problème sécuritaire militaire, ça a la pauvreté, la désertification, la démographie. Augmenter la sécurité de la région en y réduisant la pauvreté, c'est sans doute aussi un thème qui sera abordé au sommet de l'Elysée. Car parmi les pays les plus pauvres du monde, on retrouve plusieurs nations du Sahel, comme le Niger ou le Mali. Un sommet donc axé sur la sécurité au moment où la France s'engage une deuxième fois sur le continent africain en moins d'un an, puisque la rencontre s'est ouverte à quelques heures à peine après le vote à l'ONU autorisant l'intervention française en Centrafrique. On va prendre la direction justement tout de suite de Bangui, où on retrouve notre envoyé spécial Mathieu Mabin. Mathieu, une mission qui a débuté sur les chapeaux de roue pour les Français. Oui, absolument. Une mission qui débute sur les chapeaux de roue, ce sont les mots justes. Une mission qui finalement a été anticipée. Les soldats français ont utilisé leurs armes pour la première fois hier dans l'après-midi, alors qu'ils n'étaient pas encore, ils n'avaient pas encore changé de mandat. La résolution des Nations Unies n'avait pas encore été votée. Ils ont dû utiliser leurs armes pour repousser un pick-up qui tentait de forcer un checkpoint de l'armée française. Le pick-up a été détruit et tous les occupants du pick-up ont été tués. Des hommes armés qui n'ont pas été réellement identifiés. En tout cas, c'est ce que nous dit le chef du détachement français ici, un groupe armé qui n'a pas été identifié. Ça a donné un coup d'accélération et ça a donné la tonalité ici dans Bangui. Après que les habitants de Bangui aient fait preuve d'une véritable demande, d'une véritable attente. La terreur a régné au cours des dernières 48 heures dans la ville. Les corps jonchent la ville ici. Il est très difficile d'avoir un bilan au moment où je vous parle, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une véritable attente de la population envers les militaires français qui, immédiatement après le discours de François Hollande qui annonçait le changement de posture de l'armée française ici, qui agit désormais sous l'article 7, donc qui a l'autorisation d'utiliser la force. Alors les militaires se sont déployés dans la ville, contrôlant les axes, avec un objectif, empêcher les exactions en cours. J'ai dit bien en cours, puisqu'elles n'ont pas cessé. On a entendu ici et là que la situation s'était calmée dans Bangui. En réalité, la matinée d'aujourd'hui a encore été émaillée de vraies violences et on entend ici et là autour de nous, au moment où je vous parle, des tirs un petit peu partout dans Bangui, des groupes armés incontrôlés, difficiles à identifier encore une fois, qu'il faut intercepter. Ce sont les hommes du 8e RPIMA, du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, qui ont cette mission. Ils sont absolument déterminés à empêcher les exactions et ils en ont les moyens. Merci beaucoup Mathieu. La situation en Centrafrique qui sera au cœur d'un mini-sommet consacré à la RCA demain à Paris. La situation en Centrafrique justement, on va y revenir avec notre invité, le ministre français de l'Intérieur, qui nous a accordé un entretien. Manuel Valls plaide pour un pacte avec l'Afrique contre le terrorisme, mais il a évoqué tout d'abord l'opération française qui vient de débuter en RCA, une opération dangereuse et difficile, mais le ministre se veut confiant. Écoutez. J'ai participé autour du président de la République et des ministres des Affaires étrangères et de la Défense à un conseil de défense qui a permis au président de la République de prendre la décision d'engager les troupes françaises pour venir en aide à la population centrafricaine, puisqu'il s'agit d'une aide humanitaire face à des exactions, à des massacres qui sont évidemment inacceptables et qui nécessitent l'intervention de la France et évidemment de forces africaines, puisqu'il s'agit d'une intervention conjointe. Et aujourd'hui, à Bangui, il y a déjà eu des tirs qui ont impliqué des soldats français? Oui, bien sûr, mais c'est une opération qui est forcément dangereuse, et je veux souligner l'engagement, le professionnalisme des forces françaises, de nos soldats. Mais je ne doute pas, malgré la situation particulièrement difficile,
le calme reviendra très vite. C'est ça qui est attendu, bien sûr, par les populations civiles. La France est intervenue, comme vous le savez, au début de cette année pour rétablir l'intégrité du Mali, qui faisait face à une attaque terroriste. Il y avait le risque que le Mali devienne un État terroriste. Je me suis rendu moi-même en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Mauritanie, pour mettre en place ce que nous appelons un plan Sahel, qui doit permettre aux services de renseignement, aux forces de sécurité, de mieux analyser, mieux appréhender le risque terroriste, qui est aujourd'hui moins concentré sur le Mali, mais qui est diffus. Et les pays africains, les intérêts économiques, les ressortissants français sont évidemment la cible potentielle de ces groupes terroristes. Donc c'est un travail sur le renseignement, un travail de coopération qui doit nous permettre de gagner en efficacité contre des groupes terroristes et leurs exactions. Un travail de formation, donc, et également pour lutter mieux contre le terrorisme. La demande très forte des pays africains que j'ai visités, mais cela concerne évidemment bien d'autres. Je rappelle que Nairobi a été la cible d'une attaque terroriste de très grande ampleur, porte en effet et sur la coopération en matière de renseignement et sur la formation des forces militaires, des forces de police, des forces de renseignement de ces différents pays. Et la France, à travers ses services de renseignement, la police et la gendarmerie nationale, non seulement sont prêtes à collaborer à cette formation, mais le font déjà sur le terrain. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Vous évoquiez les attaques de Westgate au Kenya. Il y a eu des menaces contre la France. Est-ce qu'actuellement, il y a des menaces particulières contre la France ? Il n'y a pas de menaces. Il faut être discret par ailleurs sur ces questions-là, mais il n'y a pas de menace particulière. Il y a une menace diffuse. Moins aujourd'hui, même s'il faut être très prudent, sur notre sol national que sur nos ressortissants et les intérêts économiques français qui existent en Afrique. Mais ce sont les Africains qui sont d'abord visés par le terrorisme. C'est pour ça que nous partageons le même objectif. C'est un pacte qui doit unir la France aux pays africains et c'est tout le sens de ce sommet. Et voilà pour cet entretien réalisé tout à l'heure avec Manuel Valls, alors qu'on vient d'obtenir un premier bilan d'humanitaire sur les violences en Centrafrique, des violences qui ont éclaté hier à Bangui, au moins 300 morts, rien qu'en ces 2 journées dans la capitale centrafricaine. Mais cette rencontre à Paris entre les Africains et la France, je vous le disais en titre, a été évidemment bouleversée par la mort du héros de la lutte anti-apartheid. Une minute de silence a été observée par les 43 chefs d'État et de gouvernement présents. Et c'est en rendant hommage à Madiba que le président français avait ouvert ce sommet. On va se rendre tout de suite en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on va retrouver notre envoyée spéciale, Caroline Dumais. Une journée marquée par des célébrations et des danses tout au long de cette journée devant la maison de Madiba. Absolument, tout au long de la journée, mais aussi tout au long de la nuit, parce que vous savez que depuis l'annonce, il y a maintenant presque 24 heures du décès de Nelson Mandela, eh bien les Sud-Africains continuent à affluer vers le domicile, affluer pour danser, affluer pour chanter, affluer pour déposer tantôt une carte, tantôt des gerbes, faire un petit geste pour Nelson Mandela. Mais il y a aussi des manifestations spontanées dans d'autres endroits. En fait, tous les lieux un petit peu historiques de la lutte sont pris d'assaut. Bien sûr, Soweto, Vilakazi, la rue Vilakazi où il avait sa maison. Et puis, il y avait beaucoup de monde aussi ce soir sur la grande place du Cap, la place où Nelson Mandela avait fait sa première apparition quand il avait été libéré. Et la ville du Cap lui a fait une commémoration particulière ce soir, présidée par l'archevêque Desmond Tutu. Et donc, beaucoup de monde également sur tous ces lieux historiques. Et Caroline, le président sud-africain a donné les détails. Il y a des célébrations prévues pour les obsèques et l'enterrement du père de la nation sud-africaine. Absolument, on a le programme et à homme exceptionnel, je dirais, funérailles exceptionnelles, 10 jours de commémoration, 10 jours de commémoration qui vont commencer ce dimanche par une journée de prière et de réflexion. On invite les Sud-Africains à réfléchir sur les valeurs de Madiba. Et puis, grande cérémonie aussi, grande fête populaire au stade de Soweto le 10 décembre. On s'attend à des dizaines de milliers de personnes.
Nelson. Le corps de Nelson Mandela va être embaumé et va ensuite être exposé. Tout le monde pourra venir se recueillir. Ça sera du 11 au 13 décembre devant les bâtiments gouvernementaux de Pretoria. Et enfin, bien sûr, des funérailles dignes de l'homme d'État qu'il était, avec beaucoup de chefs d'État internationaux. Et ça, c'est dimanche 15 à Nkunu, dans l'Eastern Cape, là où il voulait être enterré. Merci beaucoup Caroline Dumais en direct de Johannesburg, et c'est à vous Julien. Merci Pauline. Tout de suite vous retrouvez une autre Pauline Godard pour la suite de Paris Direct.